Ben, le dépistage, c'est une bonne chose. Il vaut mieux se faire contrôler puis qu'on ne trouve rien, plutôt qu'après de se retrouver 10 ans après avec un cancer. Entre 50 et 74 ans, on a la chance d'avoir accès à cette prévention, à ces tests, donc autant saisir cette chance-là. Quand on va se faire dépister, on va se rassurer. C'est un acte de réassurance. C'est un acte positif. C'est vrai que pour le cancer du sein, c'est plus facile d'en parler. Le dépistage est déjà plus ancien. C'est plutôt, même s'il y a encore des tabous sur le cancer du sein, il y en a peut-être moins que sur le cancer colorectal, pour lequel le dépistage est plus récent. C'est bien d'en parler entre conjoints aussi. Alors, pas forcément, si on peut, de faire le dépistage ensemble, pourquoi pas. Mais le fait d'en parler, d'échanger, d'essayer de se sensibiliser, c'est déjà pas mal aussi. Je m'appelle Ducolombi Michel, j'habite à Annonay. Je suis rentré à l'âge de 14 ans à l'usine Besset d'Annonay. Après, j'ai eu la SACA, j'ai eu Saviem, et puis j'ai fini ma carrière à RVI comme tôlier en atelier de tôlerie. J'ai eu des activités syndicales et politiques que j'ai toujours gardées après mon opération. Et je milite aussi dans une mutuelle. J'ai milité dans une mutuelle, la mutuelle Santé Plus. J'ai 62 ans. Je suis retraitée depuis peu. Je suis retraitée agricole. J'ai quand même conservé une petite activité agricole puisque je suis cotisante de solidarité à la MSA de l'Ardèche. Et donc, cotisante de solidarité, ça veut dire que j'ai gardé une parcelle, un grand jardin, dirons-nous, où je vends. Donc, je fais des légumes. Et donc, ces légumes, je les vends sur le marché de Privas tous les samedis pendant la période d'été. Je m'appelle Rodriguez Antoine. J'étais employé à RVI comme cariste. J'ai 75 ans et je suis à la retraite. Moi, je m'appelle Marie-Noëlle Rodriguez. Je vais avoir 64 ans. Je suis à la retraite. J'étais aide-soignante à l'hôpital d'Annonay. J'ai travaillé dans le service de cardiologie avec Monsieur Marcon. J'ai travaillé en pédiatrie du temps du docteur Guillot. J'ai travaillé en gériatrie, donc j'ai fait 3 services. J'ai commencé par la pédiatrie, j'ai fini par la gériatrie. Je m'appelle Michel, je suis dans l'Ardèche du Nord. Les métiers, c'est vrai que j'en ai fait pas mal. J'ai commencé à l'usine. Après, j'ai atterri dans le bâtiment, en tant que peintre. Après, je suis partie dans le téléphone, l'extension téléphonique dans les centraux. De là, après, j'ai fait un stage de mécanique auto, un réparateur auto. Et j'ai atterri dans la boucherie. Pour finir après à monter des chaussures de ski alpin. Je m'appelle Sylvie, je suis donc en Ardèche depuis une trentaine d'années et je travaille donc aux centres sociaux sur Annonay. Voilà. Je suis originaire de Grenoble et j'habite la campagne, à une quinzaine de kilomètres d'Annonay. Cette année-là, c'était en 1990 et j'avais 59 ans. Mais mon parcours, il a été pas très simple. C'est-à-dire qu'au départ, au niveau des visites de la médecine du travail,
quand je passais des visites, on me soignait un peu pour des hémorroïdes, parce que j'avais un peu des traînées de sang, et on pensait que c'était les hémorroïdes, tout ça. Puis ça s'est un peu escompté, et après, bon, je suis parti à la retraite. Je suis resté 3 ans à peu près tranquille, et puis au bout de 3 ans, j'ai commencé à avoir des coliques. Alors je suis allé consulter mon docteur traitant, qui m'a donné d'abord un traitement, puis 2 traitements, et puis ça passait pas. Et de là, il m'a fait passer une coloscopie. Et à la coloscopie, on a découvert que j'avais un polype de la grosseur d'une orange à peu près, où il y avait plusieurs points cancéreux. Et là, j'ai pris rendez-vous. Après, c'est lui qui a pris mon rendez-vous à l'hôpital d'Annonay pour un chirurgien. Et puis j'ai passé la visite le lundi chez le chirurgien. Le mercredi, je rentrais à l'hôpital et le vendredi, j'ai été opéré. Ça s'est passé quand le docteur Siang il a fait un mot à l'hôpital pour le chirurgien. Le chirurgien tout de suite m'a dit: vous avez un cancer qui est un polype qui est énorme, qui est cancéreux, qui doit être cancéreux. Alors il m'a fait des examens tout de suite et puis il m'a dit: vous serez porteur d'une poche certainement à vie, sauf si à l'opération on peut faire quelque chose. Mais il m'a dit: je serais très étonné que ça puisse se passer autrement. Ah ben, ça fait mal, hein. C'est pas avec joie qu'on accueille d'avoir un cancer d'abord, et puis de porter une poche, hein, parce que là, ça galope dans la tête, hein. On se pose beaucoup de questions, comment on pourra vivre, tout, comment que ça se passe, et puis qu'est-ce que c'est qu'une poche, tout, on se pose beaucoup de questions. Puis c'est vrai que l'opération, ça a été très difficile. J'ai passé 2 ou 3 nuits terribles. Hein. La première nuit, d'ailleurs, on m'a veillé. Les beaux-frères, mes enfants étaient restés à côté de moi. C'était très, très dur parce que c'est une grosse opération. Je suis rentré au bloc opératoire le matin à 8h et je suis remonté dans ma chambre l'après-midi à 4h30 de l'après-midi. Hein. Alors je suis resté endormi une bonne partie de la matinée. Puis après, bon, j'ai eu le suivi avec la stomathérapeute pour m'adapter à mettre les poches, tout ce qui allait avec les poches. Paul m'a tout bien expliqué, tout ça. Et par la suite, un mois après, je suis parti. J'ai eu une série de rayons, de 20 rayons sur Lyon, pour essayer de bien tuer la tumeur. Puis après, je suis resté quand même 3 semaines à l'hôpital pour bien apprendre à poser les poches, parce que la stomathérapeute de l'hôpital tient à ce que quand on sorte de l'hôpital, on soit autonome à 100%. C'est vrai que ça change la vie, de poche, c'est pas du tout... Hein, c'est pas tellement marrant, c'est pas... Mais ça, moi, je me suis très vite adapté. Et puis après, j'ai repris assez rapidement mes activités syndicales et puis mutualistes. J'étais responsable dans une mutuelle, tout, ce qui m'a permis aussi de ne plus penser souvent à ma poche. Hein. Et puis, on m'a appris, 6 mois après, à faire ce qu'on appelle des irrigations. L'irrigation, c'est un système de lavement. On se fait passer dans l'intestin avec une poche d'eau on met pas dans le WC. On met à peu près 1 litre d'eau, fait rentrer 1 litre d'eau dans les intestins, qui nettoie le gros intestin. Et pendant 3 jours, même 2 jours, 3 jours ou 4 jours, moi c'est 3 jours, on n'a plus de sel qui sortent et tous les 3 jours, il faut recommencer. Ce système-là dure à peu près 3 quarts d'heure et c'est un bien-être tout qui permet de faire des voyages. Moi, j'ai voyagé, je suis allé en Crète, je suis allé en Grèce, je suis allé à Malte, je suis allé à beaucoup de voyages à l'étranger et fait beaucoup de voyages en France aussi. Je
suis rentré directement à l'association IAS Vivarais. C'est une association qui a été créée par 2 personnes de Vernosque qui ont dit on est stomisé, puis il faudrait peut-être voir pour créer une association. Au niveau des gens qui sont opérés, on rend visite quand les gens le veulent hein, et on leur parle de notre opération et de la façon dont on vit maintenant, quoi. Le suivi après, c'est que au départ ça a été toutes les années de repasser une coloscopie de surveillance. Moi, pendant 3 années, on m'a fait toutes les années. On n'a jamais retrouvé un seul polype. Et après, ensuite, c'est passé à 2 ans. Il n'y avait toujours pas de polype. Je suis passé à 3 ans, il n'y avait pas de polype. Puis après, je suis passé à 5 ans, il n'y avait pas de polype. Maintenant, je continue tous les 5 ans à passer une coloscopie. J'en ai passé une. La dernière, je l'ai passée l'année dernière. Tous les 6 mois, je suis suivi par la stomathérapeute qui vérifie la stomie, si elle est bien en place, s'il n'y a pas de problème. Passer une coloscopie, c'est vrai que c'est pas marrant. C'est pas, il faut avaler le produit, tout ça. Mais il vaut mieux des fois passer une coloscopie et puis que d'avoir un cancer. Hein. Parce que moi, on m'aurait fait passer une coloscopie à 50 ans, j'aurais peut-être rouspété, je l'aurais peut-être pas fait. Hein. Mais bon, maintenant, en réfléchissant, je le ferais très volontiers avant que de me retrouver dans l'état où je me trouve. Hein. Le service prévention cancer pour la Drôme et l'Ardèche, c'est donc un service de santé bidépartemental avec un objectif clair qui est de dépister des cancers pour lesquels il y a une utilité à dépister. Ce service a une vocation qui est une mission d'ordre de santé publique et ce n'est pas venu comme ça de la décision du département de la Drôme, du département de l'Ardèche. C'est bien une mission nationale. Nous travaillons sous la houlette de l'Institut du cancer, de la Direction générale de la santé, de l'Agence régionale de la santé, l'ARS, et bien entendu de nos partenaires financiers. Et le partenaire financier principal reste la Caisse primaire d'assurance maladie. Nous nous occupons du dépistage du cancer du sein, d'une part, par la mammographie, et du cancer du côlon par un test de recherche de sang que l'on ne voit pas, donc du sang occulte, dans les selles qu'on appelle l'hémoculte. Le cancer du sein, c'est le premier cancer de la femme. Nous nous sommes aperçus qu'un test, la mammographie, était un test performant pour diagnostiquer précocement le cancer. À partir du moment où ça a été démontré, est arrivé un événement extrêmement majeur qui, entre parenthèses, a été fortement initié par la Ligue nationale contre le cancer. Les états généraux en 1998 de la Ligue nationale, qui étaient des états généraux des patients, disaient il faut quand même qu'on fasse quelque chose dans ce pays pour dépister un cancer pour lequel c'est utile de le dépister parce qu'on a des stratégies thérapeutiques qui sont efficaces. Le plan cancer, c'était bien entendu améliorer les pratiques concernant la prise en charge des cancers, mais avec un volet consacré à la prévention, et c'était la toute première fois qu'on le faisait en France, mettre en place des tests de dépistage précoce à partir de tests valides et sur des cancers traitables. Le dépistage du cancer du sein, dans le cadre du dépistage organisé, s'adresse à toutes les femmes de la Drôme et de l'Ardèche, soit 128 000 femmes, qui ont entre 50 et 74 ans révolus. Pourquoi a-t-on mis des bornes aussi précises ? Il existe, bien entendu, des cancers du sein avant 50 ans. C'est dit partout, à la radio, à la télé, dans tous les news. Mais la difficulté, c'est que la mammographie avant 50 ans, de manière systématique et générale, pose problème. Les États-Unis, il y a 6 ans, ont décidé de faire le dépistage organisé, donc systématique, de toutes les femmes, à partir de 45 ans.
Et qu'ont-ils observé? Entre 45 et 50 ans, ils avaient des difficultés diagnostiques majeures liées au fait que les femmes avaient encore une imprégnation hormonale. Elles n'étaient pas ménopausées. À partir de 50 ans, les femmes sont en majorité ménopausées. Les seins sont donc beaucoup plus faciles à examiner par la radiographie. Ceci étant dit, par rapport à cette borne, il ne faut pas parasiter le message. Avant 50 ans, il existe des cancers du sein. Ces cancers du sein sont beaucoup plus fréquents lorsque dans la famille, il y a eu déjà des cancers du sein chez des femmes jeunes. Toutes les femmes avant 50 ans qui ont ces antécédents dans leur famille doivent se faire dépister individuellement, c'est-à-dire en parler à leur médecin, traitant d'abord, radiologue, gynécologue, mais on ne peut pas le faire de façon systématique pour les raisons que je vous ai données, imprégnation hormonale. La preuve, les États-Unis sont revenus à 50 ans. 74 ans révolus, ça veut dire à la veille de ces 75 ans. Et qu'est-ce qu'on fait après? Bien entendu qu'il y a des cancers du sein après 75 ans, mais ils sont de plus en plus rares. Et il faut revenir dans le suivi individuel avec médecin traitant. J'ai 52 ans, donc je suis concernée par le dépistage du cancer du sein. Et par ailleurs, dans le cadre de mon travail, je fais partie du collectif Femmes d'ici et d'ailleurs, qui travaille depuis plusieurs années avec la Ligue contre le cancer. Donc je pense aussi que par rapport à la mammographie, à ce dépistage, je suis sensibilisée. J'ai dû avoir une information supplémentaire qui a permis de me faciliter cet examen-là. En fait, ça n'a jamais posé de problème pour moi. Quand je reçois le courrier, je prends rendez-vous donc pour la mammographie. C'est un examen, bien sûr, on peut imaginer que c'est pas très confortable, que ça fait un petit peu mal, mais c'est une douleur qui est très éphémère, qui dure quelques secondes. Voilà. Les seins sont un peu compressés, mais en général, les personnes qui s'occupent de la manipulation de l'appareil font quand même attention. Et au regard de ce qu'on peut, de l'intérêt justement d'être dépisté un petit peu plus tôt, du coup, je pense que ces quelques secondes-là d'inconfort, pèsent pas trop lourd par rapport à la suite. Oui, je fais faire des mammographies depuis plusieurs années. J'avais reçu aussi par la caisse de l'assurance maladie pour faire le dépistage. Et depuis tous les 2 ans, je vais faire l'examen. Bon, c'est pas contraignant, c'est pas un examen qui est dur. Il faut le faire, c'est tout. Le seul moment un peu plus difficile, c'est quand on attend, on est dans l'attente du résultat. C'est vrai que là, du coup, on est un peu seul et quand le résultat est bon, on est soulagé. J'imagine que pour les personnes qui ont une réponse un peu plus mitigée ou ça doit être un peu plus difficile. Depuis l'âge de 50 ans, je fais tous les 2 ans des mammographies. Et donc, l'année 2010, j'ai fait ma mammographie comme je l'avais faite en 2008. Et le jour de ma mammographie, j'ai appris ce jour-là que j'avais certainement un cancer du sein. Le radiologue, ce jour-là, m'a dit « Madame, vous avez un petit problème, je vois quelque chose à la radio et il serait peut-être bon que vous alliez au centre Léon Bérard. » Aïe, 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 Léon Bérard. Donc là, moi, je ne me suis pas fait des illusions. Du tout. Je n'ai même pas pensé que je pouvais avoir autre chose qu'un cancer. Je me suis dit, j'ai un cancer. Ça a été ma première pensée, j'ai un cancer. Donc, je suis rentrée chez moi. J'avais le cœur dans les chaussettes. Et mon mari est arrivé en me posant bien sûr la question habituelle. Alors, cet examen, comment il s'est passé? Je l'ai appris quand elle est revenue chez le radiologue, qu'elle m'a annoncé qu'elle avait un cancer. C'est un choc.
on reste sans voix parce qu'on ne sait pas quoi dire. Ça a été un moment très très difficile, mais mon mari m'a tout de suite dit écoute, cet après-midi, on va aller voir des amis, on va sortir. Alors la consultation avec mon médecin traitant, ça a été quand même une bonne chose parce que là, il m'a donné certains conseils en me disant bien sûr, il faut aller au centre Léon Bérard, vous allez aller là, vous les écouterez bien et vous ferez exactement ce qu'ils vont vous dire de faire. Et il m'a expliqué un petit peu ce que c'était qu'un cancer du sein, qu'il ne me fallait pas que je me fasse trop de soucis, que tout se passerait bien. Quand on a été à Léon Bérard, je n'avais pas d'image a priori de cet hôpital. Je ne savais pas s'il était moderne, s'il était vieillot. Et en fin de compte, on se trouvait dans un établissement très moderne, accueillant, où le personnel est super sympathique. Les chirurgiens sont très aimables. J'ai découvert Léon Bérard et là, ça a été la grande surprise parce que moi qui m'attendais à avoir peur de voir un peu des gens malades, dans un état vraiment près de la mort, si j'ose dire ainsi. Non, j'ai trouvé un accueil très agréable. Je me suis sentie bien tout de suite, bien accueillie. Alors donc, je suis allée passer l'IRM et en effet, cet IRM a révélé que j'avais 3 cellules cancéreuses au lieu d'une. Donc au lieu d'avoir une cellule cancéreuse de presque 2 mm, j'en avais 3, donc sur une circonférence de 3,5 cm. Donc elle m'a dit, écoutez, il faut que je vous enlève à peu près 4 cm sur votre sein, et pour pas que j'en laisse, et vous aurez peut-être des rayons derrière. Mais on vous fera un prélèvement, vous verrez ça. Alors moi, bien sûr, j'entendais tout ça, sans des fois tout bien comprendre, bien sûr. Parce que quand on vous dit tout ça, c'est pas toujours facile à gérer ça dans sa tête. Heureusement, mon mari était là, donc il écoutait lui aussi. Donc je suis rentrée chez moi après cette opération avec les infirmières tous les 2 jours. Et pas de chance, j'ai eu une complication. Et donc j'ai eu un abcès du sein. Et donc il m'a fallu quand même faire 8 jours d'hôpital, attendre patiemment que ça se referme tout seul. J'en ai eu pour jusqu'à la Noël. Mais entre-temps, comme le jour de l'opération, on m'avait fait des prélèvements. Ces prélèvements ont donné que j'avais encore des cellules précancéreuses dans le sein. Donc, de nouveau, on m'a expliqué qu'il fallait que je sois opérée et que cette fois, il fallait enlever le sein. Bon, mais je me suis préparée pour aller enlever le sein. Je me suis mis dans la tête, j'ai dit, allez, il faut que tu y fasses, il faut que tu y passes, il n'y a rien à faire. Vous savez, ça, c'est des choses, quand on commence là-dedans, vous savez, vous commencez, mais vous ne savez pas trop quand c'est que ça va s'arrêter. Hein. Parce qu'entre les consultations pour un, les consultations pour l'autre, le chirurgien, le plasticien, les infirmières, l'anesthésiste, enfin bref, heureusement, très gentiment, j'ai expliqué au docteur Faure que j'habitais très loin, en Ardèche, que c'était quand même l'Ardèche pas facile pour circuler, et que moi, si on pouvait me donner mes rendez-vous tous ensemble, ça serait aussi bien. Alors le chirurgien, qui est très compréhensible, m'a dit, écoutez, Madame Mounier, moi je ne gère pas les rendez-vous de tous les autres docteurs, mais je vais le dire à ma secrétaire qu'elle essaye de faire ça du mieux possible pour vous. Et en effet, au lieu d'aller 3 fois à Lyon, je suis allée à une journée, j'ai tout fait. Donc on m'a réopérée au mois de février 2011. Là, on m'a fait l'ablation du sein. Mais le docteur Faure m'avait conseillé de faire la reconstruction. D'abord déjà l'ablation du sein. Bon, moi je m'étais imaginé qu'on allait prendre le sein, qu'on allait couper tout ça. Enfin bref, vous faites des idées, un cinéma dans votre tête.
Mais bon, la reconstruction. Alors bon, je lui dis, moi, la reconstruction, déjà, je ne veux pas des prothèses là, avec des chimiques, des choses qui... Et puis tous les 10 ans, s'il faut recommencer à être opéré, je ne veux pas ça. Et le docteur Fort me dit comme ça, mais on ne va pas vous faire ça, Madame Mounier, on va vous faire une reconstruction, d'abord immédiatement, on va vous opérer et on va vous refaire le sein. C'est-à-dire que vous partez le matin sur la table d'opération, vous revenez, vous avez votre sein. Ah bon? Alors là, et elle me dit, vous savez, c'est une chance, on ne peut pas le faire à tout le monde, mais vous, on va vous faire cette reconstruction immédiate et vous n'aurez pas de prothèse, on va vous prendre un muscle dans le dos et ça va se... Mais par contre, si vous avez mal, bien sûr, vous aurez un peu mal, comme toutes les opérations. On ne va pas vous dire qu'une opération, vous n'avez pas mal, vous aurez un peu mal, mais c'est supportable. Puis de toute façon, si il y avait un problème, on vous donnera ce qu'il faut. Et puis voilà, au mois de février, de nouveau, l'opération. Donc, ça s'est bien passé. Je suis restée 6 jours à l'hôpital. Après la reconstruction du sein, comme je ne me suis pas vue sans sein, je me suis vue de nouveau avec un sein. Donc pour moi, ça a été quand même bien. Je ne me suis pas sentie handicapée. Peut-être handicapée, c'est un trop gros mot. Mais pour moi, j'ai eu les mêmes sensations qu'avant. J'avais un sein vivant, un sein qui vit, puisqu'on m'a mis un muscle. Donc moi, mon sein est vivant. Je peux toucher mon sein, c'est la même chose que de l'autre côté. Avec mon mari, il m'accompagne bien, il me soutient bien, parce qu'il me sort, il m'oblige des fois à ne pas rester toute seule dedans. On va marcher pratiquement tous les jours quand on peut, et ça fait du bien, comme je dis, ça fait du bien à la tête et au corps. On oublie un peu, même si après en rentrant, on va y penser, mais ça c'est important. Au début, je me levais, je déjeunais et j'étais fatiguée. D'avoir pris mon petit déjeuner, j'étais obligée de me coucher. Ça, c'est affreux quand on se voit dans cet état-là. Quand on se dit non, mais c'est pas possible. Tu déjeunes, tu es fatigué, il faut aller t'allonger. Et c'est ce que je faisais. J'étais obligée. Mais bon, si mon mari me disait on va aller marcher 10 minutes aujourd'hui, pour moi, c'était un grand pas. J'avais bougé, j'étais sortie. Quand les amis venaient me voir, qui me disaient « Daniel, on vient te voir », oui, venez me voir. Ça m'obligeait à me lever du canapé, d'aller m'asseoir à la table et de rester 1 heure avec eux assise. Et ça, mine de rien, en compagnie, je le faisais. Seule, je ne l'aurais pas fait. Lorsque j'ai appris donc ma maladie, bien sûr, comme je vous le disais, avec mon mari, l'après-midi, tout de suite, nous sommes partis, nous sommes allés voir des amis, nous avons annoncé parce que vous savez bien, tout le monde vous dit, en arrivant, quand vous rencontrez quelqu'un, on se dit, alors comment vas-tu? Quand moi, on me posait la question, comment vas-tu? Je disais, je vais bien, mais j'ai un problème. Ah bon? Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, j'ai un cancer du sein. Parce que je me suis dit tout de suite dans ma tête, ma petite, il faut que tu le dises tout de suite aux gens que tu vas rencontrer. Parce que si jamais tu ne le dis pas tout de suite, tu ne pourras plus le dire après. Tu vas t'enfermer dans ta maladie. Tu pourras, pour moi, je me voyais comme ça. Je me disais, tu ne pourras plus en parler, tu vas te renfermer là-dessus. Et puis alors, si jamais tu as de la chimio après, que les gens verront eux-mêmes que tu es malade, tu ne sauras même plus quoi dire. Les gens ne vont pas oser te parler, toi tu n'oseras pas rien dire, puisque tu ne l'auras pas dit. Et lorsque je l'ai dit aux gens, à la famille, aux amis, vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui m'ont répondu « Mais j'ai un tel dans ma famille qui a un cancer. J'ai un tel dans mon entourage qui a un cancer. » Je crois que toutes les personnes à qui j'ai annoncé que j'avais un cancer, il n'y en a pas une seule qui ne m'a pas dit qu'il n'avait pas quelqu'un dans sa famille ou dans son entourage qui avait un cancer.
m'appelle Pascal et j'étais en 2007 donc à l'origine de ce collectif. J'étais déjà adhérente au centre social et nous étions plusieurs amis qui se retrouvions au centre social et à cette époque nous étions toutes touchées par cette maladie. Nous avions une amie au sein du groupe qui était touchée depuis sa plus tendre enfance. Moi j'avais ma sœur, d'autres un père ou une mère. Et c'était l'occasion d'échanger sur ce que nous vivions, comment nous vivions ces instants, les problèmes que nous rencontrions. À l'époque, on avait déjà d'autres collectifs qui existaient. On était convaincus qu'en se regroupant, en étant solidaires, on pouvait aussi se soutenir et exprimer ce qui était difficile, la souffrance qui découlait de cette maladie. Et du coup, on a décidé à quelques-unes, un petit nombre, on s'est décidé à créer ce collectif. Donc femmes, puisqu'avec des femmes, d'ici, donc de Bernaudin et d'ailleurs, parce qu'on souhaitait justement que ce collectif soit le plus ouvert possible. C'est un lieu d'échange où on est libre de parler comme on veut. En fait, chacun expose un peu. En fait, on échange beaucoup autour de la maladie. On a appris pas mal de choses. On a appris qu'on pouvait, qu'avec les médecins, on pouvait dialoguer, qu'on n'était pas qu'un numéro, qu'on pouvait donner son avis. Là, quand le cancer nous a beaucoup aidé là-dessus, on a appris plein de choses, voilà, et qu'on essaie de transmettre à d'autres personnes. J'ai rejoint le collectif parce qu'en fait j'ai été touchée par la maladie, donc j'ai eu un cancer du sein. Et donc je pensais que déjà rejoindre ce groupe pouvait m'apporter moi-même du soutien et puis aussi faire part de mon vécu pendant la maladie, faire comprendre aux gens que c'est pas parce qu'on est touché par le cancer que c'est la fin de tout. Il faut se battre et avancer, aller de l'avant. Hein. Ce collectif a réfléchi à préparer en amont de temps forts le débat qu'il allait y avoir avec les professionnels de santé, parce que c'est ce qui intéressait ce collectif, c'était de rencontrer des gens donc de cette partie-là, professionnels de santé, en dehors du milieu hospitalier. Voilà. Donc ces personnes sont venues sur le quartier même. Et donc on a pu, le temps d'un temps fort, d'une soirée, échanger et débattre. Voilà. L'idée c'était de créer une sorte d'espace de concertation où on pouvait librement, en toute confiance et sur un pied d'égalité en fait, faire avancer la question du cancer. Voilà. À partir, et ce qui était important, c'était que ce soit à partir des questions, des questionnements des membres du collectif. Voilà. Donc c'est un travail qui a été mené en partenariat avec la Ligue contre le cancer et donc ça s'est inscrit dans le temps d'Octobre Rose. Octobre Rose, c'est un mois international qui sensibilise et qui travaille autour de la prévention du cancer du sein. J'avais reçu la convocation pour le dépistage du cancer du sein à 50 ans, à 52 ans, à 54 ans et je n'étais pas allée. Et puis au deuxième rappel après la convocation à 54 ans, je me suis prise par la main, j'ai pris mon rendez-vous et j'y suis allée. Alors si je n'y étais pas allée avant, c'est pas parce que j'avais peur, je savais ce que c'était une mammographie, c'est seulement de la négligence. Je rentre tout nouvellement dans la catégorie des personnes qui peuvent prétendre à ce dépistage. Je viens juste d'avoir 50 ans. Je vais le faire parce qu'il me semble que c'est le meilleur moyen de faire face à cette maladie qui est de plus en plus présente autour de nous. Moi, je me fais dépister dès le départ, dès que j'ai reçu la première invitation. Et pourquoi je le fais? Parce que j'estime que c'est d'une importance capitale de se faire dépister, étant donné que si l'on contracte la maladie, quelle qu'elle soit, ensuite, on la contracte, dès l'instant où on est dépisté, c'est à une moindre échelle. Donc, on a beaucoup de chances de guérison. Finalement, la mammographie, en fait, on fait une démarche, bien sûr, volontaire, hein, de passer un coup de fil, de prendre rendez-vous avec un soignant, avec un médecin. C'est peut-être un peu plus facile que le test hémocule qui, lui, une fois qu'il est à la maison, on est seul face à ce test. On n'a pas de personne
d'autres personnes qui est là pour dire bah, allez, il faut le faire, il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas de date précise. Donc on laisse peut-être plus facilement courir, voilà, défiler le temps, et voire même de le mettre à la poubelle en se disant bah non, tout seul, je n'y arriverai pas. Le cancer colorectal est un cancer très fréquent, 37 à 40 000 cas par an, ce qui représente une personne sur 20 à 25 qui a ou aura un cancer colorectal. C'est un cancer qui est facile à diagnostiquer lorsqu'on le cherche. Pour le chercher, on a deux moyens essentiels. Il y a le test hémoculte qui est un test de recherche de sang occulte, c'est-à-dire non visible dans les selles, qui est un test de dépistage de masse. Et il y a la coloscopie qui est l'examen proprement dit pour regarder à l'intérieur du côlon, voir s'il y a des polypes ou un cancer et enlever les polypes lorsqu'ils ne sont pas trop gros ou pas trop mal placés. Quand j'ai eu une cinquantaine d'années, je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a informée sur le dépistage hémoculte, qui m'a donné le kit et qui a bien fait son travail d'information. Donc je suis rentrée à la maison, puis je l'ai déposé dans un petit coin, puis il est resté plusieurs mois. Je ne l'ai pas mis à la poubelle, mais c'est vrai que je ne m'en suis pas occupée. C'est vrai qu'on se trouve toujours de bonnes raisons de pas s'en inquiéter. Toutes les personnes, hommes et femmes âgés de 50 à 74 ans, reçoivent systématiquement une lettre d'invitation au dépistage du cancer colorectal. Pour cela, ils doivent consulter leur médecin traitant qui les conseillera quant à la réalisation soit du test hémoculte de dépistage de masse, soit à la réalisation d'emblée d'une coloscopie. Le test hémoculte est un test qui dépiste la présence de sang dans les selles, non visible à l'œil. S'il y a du sang visible à l'œil, ce n'est pas utile de faire le test hémoculte. Ces gens-là relèvent d'emblée de la réalisation d'une coloscopie. Oui, j'ai reçu un courrier par la poste. Et là, on en a parlé avec ma femme. Et elle m'a ordonné d'aller voir, elle m'a conseillé d'aller voir mon médecin traitant, d'aller en parler avec mon médecin traitant pour voir ce qu'il faut faire. Et le médecin traitant m'a conseillé de le faire. Bon, moi, j'étais pour. Je me suis dit, s'il y a quelque chose, si c'est pris à temps, ça peut... Voilà, on l'enlève, c'est bon. On l'enlève, et si c'est pris à temps, ça peut bien se passer. Ma réaction, finalement, j'étais ravie parce que comme ça me donnait bien l'occasion de faire justement le test, parce que il fallait que j'aille voir un toubib pour faire ça. Et puis, comment ça se présentait? Mais c'était 3 petites plaquettes, je crois. Pendant 3 jours, le petit carton. On allait mettre des selles dessus. On allait mettre des selles dessus. Non, j'ai pas eu de réticence. C'est vrai que c'est pas quelque chose de très agréable forcément à faire, on va dire. Mais non, au contraire, j'étais bien contente. Parce qu'au moins, ça allait se faire et j'aurais eu mes réponses, quoi. On a reçu un courrier justement du laboratoire qui avait fait l'examen. A fait l'examen, oui. Et il nous signalait qu'il fallait voir notre médecin traitant rapidement. Parce qu'il y avait du sang dans les selles. Ce test dépiste donc la présence de sang dans les selles, mais ne dépiste pas forcément la présence d'un cancer. S'il y a du sang dans les selles mis en évidence par le test hémoculte, il faut à nouveau consulter le médecin traitant qui conseillera alors la réalisation d'une coloscopie. Ça s'est fait dans les semaines qu'on suivit, quoi. Et après, il était question d'opération. Quand on a reçu les résultats de tes selles là, qu'on avait envoyées, qu'on nous a dit qu'il y avait du sang, c'est vrai que toi, tu t'es pas affolé. Hein? Non. Non, ça t'a pas fait penser au pire. Pas du tout.
Alors que moi, bah, tout de suite, je me suis mise en tête, c'est peut-être un cancer, c'est peut-être... C'est vrai que moi, j'ai vu le pire déjà quand on a eu... On a retourné voir le médecin traitant. Ah oui, non, mais bon, c'est vrai, mais... Il m'a posé la question si je ne m'en suis pas aperçu. J'ai dit non. Alors là, il m'a fait un courrier, comme quoi qu'il fallait aller à l'hôpital. Fallait aller prendre un rendez-vous pour faire une coloscopie, faire un examen. Mais jusque-là, tu t'es pas affolée? Non. Moi, je me suis affolée. Même le jour de la coloscopie, c'est vrai que je m'affole vite. J'imagine déjà le pire. Ah ouais, là, de suite. Quelques mois après, j'ai été confrontée donc à l'annonce de la maladie de ma mère, qui a eu un cancer donc, du côlon, qui était bien avancé. Donc c'était une annonce assez inattendue. Et donc j'ai eu l'occasion de discuter avec le chirurgien qui l'a opérée donc, d'une occlusion intestinale et qui en même temps m'a fait comprendre que son cancer était bien avancé, donc il y avait peu de chances qu'elle s'en sorte. Mais il en a profité aussi pour du coup, redonner une information très précise et du coup qui pour moi était devenue très très concrète, c'était vraiment ancré dans la réalité. C'était de dire, voilà, cancer colorectal, il y a le risque pour les enfants de contracter la maladie, donc il fallait mieux passer une coloscopie. Tu as une coloscopie, donc on t'endort, tu as une anesthésie générale. Oui. Voilà. Et puis quand on se réveille, voilà, le médecin vient nous voir, il nous dit j'ai enlevé des polypes. Comme quoi qu'elle allait l'envoyer pour analyse, voilà. Pour analyse, pour voir si c'est pas cancéreux ou... Voilà. Mais déjà, à partir de là, quand elle les a enlevés, elle voit déjà si c'est cancéreux ou non. Hein. Elle l'a bien dit, elle a dit... oui, elle nous a dit qu'il n'y avait rien de grave. Bon, faut attendre quand même le résultat. Voilà. Et puis après, on rentre chez soi. On reste demi-journée un peu plus, et puis on rentre chez soi. Pour ce qui concerne la coloscopie elle-même, afin que l'examen soit de bonne qualité, il faut que le côlon soit bien préparé. Pour cela, il faut, pendant les 3 jours précédant l'examen, faire un régime sans fibres, que l'on appelle régime sans résidus. La veille de l'examen, il faut nettoyer l'intestin. Pour cela, il faut boire une purge. Ce sont des sachets de poudre que l'on achète en pharmacie sur ordonnance. Ce qui m'a gêné le plus, finalement, c'était les 3 jours de régime qu'il y avait avant. Donc, il ne fallait pas manger de fruits, pas de légumes. C'est plutôt ça qui m'a plus embêté que le reste. Le plus contraignant dans cet examen, c'est la préparation. La boisson qu'il faut ingurgiter avant de faire la coloscopie, donc la veille. On a 3 jours de régime. 3 jours de régime sans résidus, donc viande grillée, poisson, pâtes. C'était pas déplaisant, ça se mange. Mais c'est vrai que la boisson qu'on doit avaler la veille de l'examen, c'est pas super. On regarde méticuleusement tout l'intérieur du côlon. Et s'il y a des petits polypes ou des petites anomalies, on les enlève ou on fait des prélèvements, des biopsies. Il y en avait plusieurs, mais dont un qui était plus gros et qui était juste dans l'angle de l'ascendant, quoi, entre l'ascendant et le transversal. Mais celui-là était plus gros, mais ça faisait peut-être une dizaine d'années, d'après le chirurgien qui devait être là, mais qui était cancéreux depuis peut-être 1 an ou 2, enfin, c'est pas trop, quoi, c'est pas... Donc, c'était peut-être bien temps, avant que là, il se promenait plus loin. Ouais, ça s'est vite passé, hein, une paroi d'intestin, c'est pas hyper. Hein. Donc après, on imagine le pire, quoi. Dès l'instant que on a passé ses pattes de crabe à l'extérieur, c'est fichu. Hein. Enfin, c'est fichu. Ça complique les choses. Ça les aggrave, forcément.
Déjà l'opération, donc ils ont enlevé tout l'ascendant. Et ils ont raccordé après le petit intestin à la moitié du transversal à peu près, d'après ce que le chirurgien m'a dit. Après la chimio pendant 6 mois. Et après, encore un scan tous les 6 mois. Et entre deux, voir son médecin traitant pour palper le ventre, voir s'il n'y a pas de soucis, si tout se passe bien, quoi, en fait. Je suis tombée sur des docteuresses super, donc il n'y avait pas de problème. Elles m'ont mis bien à l'aise en me disant de poser des questions, elles étaient là pour expliquer, il n'y avait pas de soucis. Elles expliquaient bien. J'ai bien tout compris, malgré tout. Elles n'étaient pas tranquilles du reste, elles me demandaient de venir avec une amie à cause de ça. Pensant que sous le choc, des fois, on n'enregistre pas tout, quoi. Moi, je crois beaucoup au fait d'en parler soit entre conjoints, soit au sein de la famille, soit avec les amis. Le fait d'avoir créé notre collectif Femmes d'ici et d'ailleurs là, sur Bernaudin au centre sociaux avec la Ligue contre le cancer, c'est vrai qu'on s'est rendu compte de la force du groupe aussi, c'est-à-dire qu'on peut se soutenir mutuellement, on peut se pousser un petit peu mutuellement à faire les examens, même si on n'a pas vraiment envie, mais on se dit ça vaut quand même le coup, parce qu'on a autour de nous des personnes qui sont atteintes du cancer, et pour éviter justement d'en arriver là, le jeu en vaut la chandelle quand même. Avec mes enfants, non. On n'a pas parlé, disons que pour eux, ils se sentent jeunes. Ils ne pensent pas avoir ces problèmes-là. Peut-être dans quelques temps, oui, ils se décideront, mais pour le moment, ils ne sont pas trop décidés. Pour ma famille, c'est bien obligé parce qu'il faut quand même qu'ils soient quand même au courant pour pouvoir aussi se faire tester. Parce que, comme je disais, il y a des familles qui sont plus prédisposées à certaines maladies que d'autres. Donc, en général, quand il y en a dans une famille, c'est souvent qu'il y en a eu déjà 2 ou 3. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Bon, puis les amis, c'est pareil. Hein, c'est pas une maladie honteuse, comme je disais. Il n'y a pas de raison non plus de s'en cacher. Hein. Puis il fallait bien que je justifie mes absences aussi. Donc, je n'allais quand même pas commencer à mentir. Pour dire des bêtises pareilles, c'est pas utile. Pour la première fois, en octobre 2010, nous avons publié les résultats de Drôme Ardèche Prévention Cancer sur la taille des tumeurs dépistées depuis 2004. Et sans surprise, c'est ce que l'on voit France entière, en particulier sur les départements qui ont commencé bien avant nous. Depuis 2004, la taille des tumeurs ne fait que diminuer. Finalement, je suis bien contente d'avoir fait ça, parce que si je ne l'avais pas fait, aujourd'hui, je ne serais peut-être pas là pour vous le dire. Ça fait 20 ans plus de 20 ans que j'ai été opéré. Vivre plus de 20 ans de plus, avec des problèmes, mais vivre 20 ans de plus, c'est quand même important. Alors j'espère encore en vivre quelques années. Il y a ça à faire, Si on a un pneu crevé à son vélo, on met la rustine, hein, on remonte, on va pas finir ses kilomètres avec le vélo sur le dos. C'est une image un peu peut-être... Mais enfin, c'est dans mon caractère aussi. Quand il y a un souci, quelque chose, je préfère regarder les choses en face et après, on essaye de trouver... Et là, il n'y a pas d'autre choix, c'est de faire ce qu'on nous dit de faire, hein, dans ces cas-là. C'est le meilleur moyen, je pense, de mettre les chances de ce côté, justement.